Moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très grave qui est arrivé à ma sœur. Ma fille est partie prendre une marche puis elle n'est jamais revenue. Et c'est pas normal. L'ombre du doute, le mystère Marilyn. À écouter en exclusivité sur Radio-Canada Audio. C'est le jeudi 28 mai 2026. Voici à la une. Bon début de journée, je m'appelle Jean-Sébastien Bernatchez. Grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je remplace Mathieu, qui sera de retour demain. Julie-Jasmine Boudreau, Véronique Méran sont là. Bonjour toutes les deux. Bonjour. J'imagine qu'Olivier Pellerin va se joindre à nous un petit peu plus tard. Il arrive, certainement là, quelque souvent. part pas loin. Oui, bon, d'accord. Il est probablement dans l'ascenseur en ce moment. Ah, vous pensez, hein? Il y avait Bon. un match tard hier soir, quand même. Oui, un match tard au Centre Bell. Ouais. Est-ce qu'on a le goût de se relever après être allé se coucher à la fin d'un match comme celui d'hier? Ça fait mal. Défaite de 4-0. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Ben, pour ceux qui étaient au Centre Bell, pour ceux qui étaient aux abords du centre, il y en a des milliers Absolument. aux abords. Et je le vois qui se pointe et qui s'en vient. Bon, Véronique, un peu plus tard, là, on va parler du temps frais Oui. qui s'installe. Se réinstalle pour un petit bout. Oui. Pour les gens qui étaient au Centre Bell, on pourrait parler plutôt d'une douche froide. Hein. Il n'y a pas plu, mais c'était tout comme. Oui. Bonjour, Olivier Pellerin. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Avez-vous eu le temps de dormir un peu après le match? Un tout petit peu. Oui. Un tout petit peu. Avez-vous le goût de vous réveiller, de vous relever après? Non, ça va. Je pense que c'est le Canadien de Montréal qui aimerait peut-être revivre sa soirée pour tenter de changer un peu l'issue du match d'hier. Oui, quand même. Hein? Parce que ça a été un match compliqué pour le Canadien de Montréal. Oui, une ben, leçon. c'est ça. Ouais. Une leçon de hockey qui s'est soldée par une défaite de 4-0 et surtout ça. les Hurricanes de la Caroline qui prennent les devants 3-1 dans cette série. C'est ça. Et Alors, donc, ce sera compliqué. Vous allez nous raconter ça en détail Tout à fait. un peu plus tard. Jean-Philippe Robillard va se joindre à nous pour venir nous parler du Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs du Québec qui, face à la vague, je pense qu'on peut parler d'une vague là, de féminicides, hein. Seulement au Québec, il y en a eu 10 depuis le mois de janvier, qui a pris l'initiative depuis un mois de faire des appels préventifs aux conjointes ou aux conjoints de détenteurs de permis de port d'armes à feu. On les appelle. On dit, écoutez, votre conjoint a un permis d'arme à feu. On veut s'assurer que vous vous sentez en sécurité. Est-ce que vous avez besoin de parler, quoi que ce soit? On n'attend plus le renouvellement des permis aux 5 ans pour faire une telle démarche. Le Québec serait la première province au pays à agir de la sorte. Julie-Jasmine, aux arts et spectacles, vous allez nous parler, entre autres, d'une pièce de théâtre de Patrick Bruel qui a été perturbée par des manifestants. Bruel violeur, c'est ce qu'ont scandé des militantes féministes au moment où il est monté sur scène. Pendant cette pièce-là, ça s'est passé hier soir à Paris. Alors, évidemment, les réactions sont nombreuses. Je vous raconte évidemment ce qui s'est passé. Et dans le dossier Patrick Bruel aussi, là, sa maison de disques met sur pause des activités qu'elle avait entreprises avec le chanteur également. Est-ce que la pièce a eu lieu? Oui, Oui, ça on a poursuivi. continué, malgré tout. Il y a une petite pause de quelques minutes, mais on a repris après. Eh bien, atmosphère assez... Ah oui, assez tendu. Oui, assez tendue. Et puis, on parlera un peu plus tard aussi du bassiste des Cowboys fringants, Jérôme Duprat, qui n'est pas que bassiste, qui n'est pas que musicien, ce qui est déjà quelque chose en soi. Absolument. Et qui est également scientifique et qui devient le scientifique en chef du Québec. Oui, c'est ça, le conseiller principal en matière d'environnement et de sciences, notamment. Ouais. Alors voilà, je vous en reparler, je vais vous le faire entendre également. Bon, voilà. Alors, plus d'une corde à sa base. On va le dire comme ça. C'est bien dit. Bon, alors voilà, le temps frais qui s'installe, Véronique. Et oui, encore une fois, parce qu'on a des petits bouts d'été, oups, le printemps qui refait surface, ça aura été un mois de mai dans l'ensemble assez frais en général. Dernier week-end, pour terminer le mois de mai, on sera au mois de juin la semaine prochaine. Les températures vont remonter graduellement. Là. N'ayez crainte, il y a du 22-24 degrés à venir en début de semaine prochaine. Donc, les choses se replaceront, mais pour l'instant, avec les vents du nord-ouest, on le sent davantage. Un ciel qui n'est pas vilain, cependant, pour les régions sud, centre. On ira avec ciel variable ou nuageux avec éclaircies. La probabilité d'averse, 30 surtout vers l'Estrie, secteur de l'Outaouais cet après-midi. Les températures oscilleront entre 18 et 20 degrés aujourd'hui, 11 pour la région de Québec seulement. La nuit prochaine, des températures qui resteront autour de 10-12 près de Montréal, Laurentides, la Naudière, Estrie, Outaouais, plus près de 6 vers Québec avec une probabilité d'averse au cours de la
la nuit. Et là, demain, vendredi, il nous restera quelques éclaircies le matin, mais on a un système qui passera en après-midi. Ça va engendrer quelques averses. Là. Dès midi, le régime d'averses va s'installer. Les températures seront plus fraîches aussi. On ira avec 14 à 16 degrés, des vents du nord-ouest un peu plus prononcés. Ces averses-là seront quand même dispersées par la suite et tôt samedi matin, il pourra en rester quelques-unes. Ensuite, il y aura un dégagement. Donc, samedi après-midi, on a quand même une bonne part de soleil. Il faut s'attendre à des températures de 18-20 degrés cette fin de semaine, quand même pas plus que ça. Ouais. Le week-end sera moitié-moitié, assez beau samedi après-midi. Dimanche matin, ça va, mais dimanche après-midi, on ramènera un régime d'averses. Donc, c'est pas le meilleur des week-ends, mais vous allez voir, ce ne sera pas gâté complètement non plus. D'ici là, les nuages dominent aussi dans tout l'est du Québec. On a un petit peu de pluie vers la Gaspésie, la Côte-Nord. Les températures se maintiennent sous la barre des 10 degrés de ce côté-là, 7 à 9 degrés seulement. Les gens de l'Abitibi, plutôt nuageux, on verra des éclaircies là-dedans, 18, c'est le maximum pour aujourd'hui. En territoire ontarien, c'est plutôt beau. Les nuages sont concentrés vers Ottawa. On a des températures dans la jeune vingtaine, 21-22 degrés sur l'ensemble du territoire ontarien. Et la grande chaleur, elle est dans l'ouest. Bon, du côté de Vancouver, c'est modeste, 20-25 degrés quand même. Mais dans les prairies, c'est du 29-30 du côté de l'Alberta et du 34 à 36 sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, avec des avis de chaleur jaune et orange, là, tout dépendamment des codes d'alerte d'Environnement Canada. Donc, ça va durer encore quelques jours, les températures au-delà de la trentaine de degrés de ce côté. Un prélude à l'été, ça sera chaud dans l'ouest, plus frais c'est au vrai, Québec, en Ontario. C'est ce que nous révélait l'aperçu de l'été qui est sorti hier. Un été plus frais, mais c'est pas une mauvaise nouvelle parce que vous savez, l'été, la température normale est quand même assez élevée. Oui. Donc, quand on est près des normales, ça veut peut-être juste dire qu'on aura un été plus agréable et non caniculaire. On aime ça comme ça. Merci, Véronique. Bonne journée. Alors, Olivier, le tricolore fait désormais face à l'élimination là, après cette leçon de hockey dont vous nous parliez hier, infligée devant les partisans au Centre Bell. Dans ce match numéro 4 où le Canadien, Martin Saint-Louis, l'entraîneur-chef, avait dit « Nous ne sommes pas morts ». Ben là, on n'est pas encore morts, mais ça ressemblait à du bois mort hier sur la patinoire. Ça a été un match extrêmement compliqué pour le Canadien qui, encore une fois, a manqué d'engagement. Ça a été très compliqué, ne serait-ce que de récupérer des rondelles, créer des jeux, ça l'a été encore plus. Et le résultat en témoigne quand même. Une victoire de 4-0 des Hurricanes de la Caroline. 3 buts marqués en première période en seulement 2 minutes 47 secondes. Et là, c'est comme si on avait mis le couvercle sur la marmite et le match était terminé. Le Canadien s'est battu, a tenté d'aller rechercher peut-être un peu d'entrain, un peu de dynamisme et malheureusement, il jouait contre une équipe qui savent faire défensivement pour justement saper toutes les chances de l'adversaire. Et le Canadien, tire de l'arrière 3-1 dans cette série. Ça a été un match difficile pour les joueurs qui étaient à court de solutions, à court de réponses face à ce qu'offraient les Hurricanes de la Caroline. Je vous laisse écouter Mike Matheson qui résume un peu, je pense, l'allure des différents points de presse qui se sont tenus ou des différentes entrevues qui ont lieu dans le vestiaire du Canadien après le match d'hier. Non, on l'a mérité. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on doit faire meilleur que ça, c'est sûr. Mais dans ce sens-là, on l'a mérité. Notre attitude était bon. On a juste commencé la game 3-0. C'est pas assez bon. On n'était pas assez bon ce soir, donc on doit trouver des façons pour être meilleur. Mais en même temps, on doit être sûr qu'on regarde ça puis on se focus seulement sur la prochaine game. Et le jeune gardien Jakub de Bech a été bon malgré la défaite de 4-0. Le 4e but a été marqué dans un filet désert. Il a été un peu laissé à lui-même. D'ailleurs, Lane Hudson a dit que c'est à peu près le seul qui s'est présenté dans le match d'hier, le seul joueur du Canadien de Montréal à avoir offert une bonne performance. Donc, ce dernier match, ce prochain match, vous voyez un beau lapsus peut-être? Oui, ce prochain match, ce prochain match, ça va vendredi. Je ne savais pas si je devais reprendre. Je me suis surpris moi-même, quoique Martin Saint-Louis va me reprendre lui-même. OK. Tu sais, tu peux regarder ça comme une montagne, mais c'est une game. Une game. Comme joueur, je pense que je l'ai fait 2-3 fois. L'autre bord de ça, c'est incroyable. Ouais, c'est une game. Oui, mais est-ce qu'il avait remonté la pente de cette façon-là pour remporter la série? Écoutez, on va laisser le Canadien nous répondre vendredi avec leur performance. D'ailleurs, la série se transportera en Caroline. Bon, d'accord. Et puis un mot pour dire que les Saguenayens de Chicoutimi seront de la demi-finale de la Coupe Memorial. Ça, ce sera vendredi, 21h, contre les Silver Tips d'Everett qui ont gagné leur match hier contre Kelowna. Kelowna a perdu ses 3 rencontres du tour préliminaire, ce qui permet donc aux Saguenayens qui, eux, ont remporté un match lors de leurs 3 rencontres de passer justement en demi-finale. Donc, match qui aura
lieu vendredi. Et pendant ce temps-là, les Rangers de Kitchener, eux, vont attendre confortablement leur adversaire pour le match final. Bien, merci Olivier. Un plaisir. La revue de presse à l'instant. Sans surprise, la défaite du Canadien se retrouve à la une du Journal de Montréal qui titre « Au pied du mur ». On nous montre une photo du premier trio, Slafkovský, Suzuki, Caulfield, au banc du Canadien, le regard incrédule et derrière eux, un Martin Saint-Louis qui fait la moue. Là. Vous savez, ce sourire inversé là, des fameux emojis. Là. Ça ne peut pas être plus clair que ça dans le visage de Martin Saint-Louis. On a ajouté sur la photo un bouton rouge. On voit un doigt peser sur ce qui est clairement indiqué comme étant un bouton panique. La Presse Plus nous montre de son côté une photo de Jakub Dobeš qui porte le gant à son masque, une grimace de déception derrière la grille. Bon, on reprend exactement la phrase d'Olivier, « Laissé à lui-même ». C'est le grand titre. Dobeš a fait tout ce qu'il a pu, mais l'attaque du tricolore est tombée à plat une fois de plus. Un angle intéressant là-dessus qui est proposé par André Pratt, qui nous fait peut-être comprendre la fatigue qui a pu gagner le Canadien. Je vous lis là, le début de l'article. Cole Caulfield disputait son 99e match depuis octobre. Ivan Demidov et Lane Hudson leur 100e. Nick Suzuki et Juraj Slafkovský qui ont participé aux Jeux olympiques leur 106e. Alors oui, les gars sont des machines, ce sont des jeunes, disciplinés, ils s'alimentent bien, sauf qu'ils viennent d'enchaîner 29 parties en 60 jours, entrecoupées de 20 changements de ville. Ça use face à un adversaire plus reposé qui a effectué une demi-douzaine de déplacements de moins. Alors, il y a tout un écart. Et Alexandre Pratt nous fait remarquer que, à titre d'exemple, lorsque le Canadien de Montréal avait gagné la Coupe Stanley en 1976, l'équipe avait joué 93 parties en tout. Autre sujet, à la une du Devoir, eh bien, on nous présente en titre principal l'histoire de l'ancien champion de wakeboard qui est devenu tétraplégique, Benjamin Leclerc, âgé de 32 ans, qui se bat depuis 1 an pour récupérer les heures de soins à domicile que le réseau public lui a enlevées. Il y a 9 ans, c'est un grave accident qui l'a laissé ainsi handicapé, mais grâce aux soins qu'il recevait, il pouvait mener une vie assez active, travailler également, puisqu'il travaillait comme vidéaste à l'aide d'un équipement fait sur mesure pour sa chaise, avec une manette également, jouait le rôle d'ambassadeur. En fait, il joue le rôle d'ambassadeur pour la course Wings for Life qui récolte des fonds pour la recherche. Mais voici que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a réduit ses heures de service à domicile chaque semaine de 107 heures et demie à 56 heures. Des heures qui lui permettaient de sortir de son lit le matin, de s'habiller, se laver, faire ses besoins, manger, prendre des médicaments, bref, mener une vie normale, des activités du quotidien. Il a reçu un appel en avril 2025 de son travailleur social qui, mal à l'aise, lui dit « Écoutez, on est sous pression, le réseau cherche à faire des économies, on doit faire des coupes, on doit faire entrer votre routine dans une nouvelle grille. » Le centre, lui, dit qu'il n'y a eu aucun désengagement financier, aucune réduction de service, aucun usager n'a subi de rupture de service essentiel. On n'a pas voulu dire combien de patients ont pu subir comme ça des baisses de service depuis l'adoption de la nouvelle grille, mais l'organisme Moelle épinière et Motricité Québec dit avoir accompagné des dizaines de personnes qui se retrouvent dans la même situation que Benjamin Leclerc. Le député Vincent Marissal a également répertorié des cas du même genre. Il a interpellé la ministre de la Santé qui s'est dit très surprise d'apprendre ça. Elle dit oui, il y a eu des ajustements au soutien à domicile avec l'arrivée de Santé Québec, mais on a augmenté le nombre de personnes qui ont accès à des services. Conséquence, la conjointe de Benjamin Leclerc a dû compenser la perte d'heures, même si on lui a débloqué 15 heures de plus là, pour payer une partie des heures qu'elle consacre à son conjoint. Elle a dû quitter son travail pour l'aider. Je termine avec le Globe and Mail qui revient sur cette annonce de Mark Carney sur l'ouverture de négociations pour acheter la technologie d'avion d'alerte précoce de l'entreprise suédoise Saab. On souligne que c'est une façon pour Mark Carney
de concrétiser son engagement de réduire les dépenses du Canada en équipements militaires fabriqués aux États-Unis. Sauf qu'un professeur de l'Université Carleton, Philippe Lagacé, qui se spécialise en politique de défense et approvisionnement, souligne que, oui, c'est facile de dire ça, sauf que, voyez-vous, le système qui était privilégié par l'armée, c'était celui de Boeing. Donc, on voit que dans le concret, c'est autre chose là, que d'aller ailleurs qu'aux États-Unis lorsque les forces armées canadiennes auraient préféré, en réalité, la technologie américaine. Voilà pour la revue. Je vous le disais un peu plus tôt, la Sûreté du Québec a lancé une nouvelle initiative pour réduire la violence armée et les féminicides. Alors, depuis un mois, le Bureau du contrôle des armes à feu fait des appels préventifs auprès des couples dont un conjoint possède un permis de port d'armes. Jean-Philippe Robillard va nous en dire plus là-dessus. Ce genre d'appel, Jean-Philippe, se faisait seulement à l'obtention ou au renouvellement du permis auparavant. Oui, effectivement, Jean-Sébastien, mais la Sûreté du Québec a constaté, dans le fond, qu'il fallait qu'elle fasse plus, parce qu'avant de lancer l'initiative, vous l'avez dit, il y a un mois, la Sûreté du Québec avait constaté, quand elle effectuait, dans le fond, ces appels de routine, là, quand venait le moment ou le temps de renouveler le permis, là, c'est-à-dire aux 5 ans, qu'il y avait une augmentation, selon la Sûreté du Québec, là, imaginez, de 150 % du nombre de signalements ou de témoignages de crainte chez les partenaires ou chez les ex-partenaires de détenteurs de permis de feu. Alors, c'est à partir de ce moment-là que la Sûreté du Québec a décidé donc de lancer cette initiative, de faire des appels aléatoires. On écoute Martin Pichette, qui est inspecteur à la Sûreté du Québec, Jean-Sébastien, mais qui occupe également le poste de contrôleur des armes. On peut poser des questions à savoir s'ils se sentent en sécurité. Ça peut aller jusque-là. Est-ce que vous avez une crainte envers votre conjoint actuel ou votre ex-conjoint? Est-ce que vous avez des changements de comportement là, qui sont préoccupants, on peut dire? Mais souvent, ça peut saisir un petit peu, là, voir si votre conjoint, vous avez peur de votre conjoint, mais parfois, on se fait dire oui. Il y a plusieurs dizaines d'appels là, qui sont effectués chaque semaine là, par les policiers. Là. Et qu'arrive-t-il lorsqu'il y a un signalement, Jean-Philippe? Bien, on ne laisse pas traîner les choses. Il y a des enquêteurs qui se mettent sur le dossier et si ça s'avère qu'il y a un risque, bien, ce qu'on va faire, c'est évidemment, on va enquêter et par la suite, il y a le permis d'arme à feu sera révoqué et il y a également les armes là, qui seront saisies. On écoute encore une fois Martin Pichette. C'est prouvé que lorsqu'il y a des armes à feu à la maison, le danger est vraiment majoré. Là. S'il y a une arme à feu, il y a un danger mettons qu'une personne veut passer à l'acte ou soit pour commettre un acte envers soi ou envers quelqu'un d'autre. C'est prouvé que s'il y a des armes à feu dans la maison accessibles, c'est certain que c'est quintuplé. Là, mais nous autres, on pense que, regarde, s'il y a la moindre chance qu'on mette ne serait-ce qu'une personne en sécurité, suite à ça, notre travail est accompli. Oui, c'est une mesure qui est bien accueillie par le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, d'autant plus que depuis le début de l'année, malheureusement, il y a déjà eu 10 féminicides au Québec. Et un mot pour vous dire en terminant qu'il y a environ 500 000 détenteurs d'armes à feu au Québec. Beaucoup d'appels à faire, donc. Oui, effectivement. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bruel, le violeur. Alors, on vient de les entendre, ces militantes dont vous nous parliez, Julie Jasmine, un peu plus tôt. C'était hier soir à Paris. Elles ont perturbé une pièce de théâtre dans laquelle jouait Patrick Bruel. Exactement. C'est un collectif féministe. Elles étaient 3. C'est un geste d'éclat pour dénoncer, bien sûr, les violences sexuelles dont se disent victimes une trentaine de femmes. Alors, ça s'est produit, Jean-Sébastien, 15 minutes après le début de la pièce. Patrick Bruel est apparu sur scène et là, elles se sont levées.
Elle portait un masque aussi, un masque un peu en carton avec le visage de Patrick Bruel. Les yeux étaient troués, puis il est écrit violeur sur le front. Et là, bon, les lumières se sont allumées, la sécurité est intervenue, elles ont été escortées et 10 minutes plus tard, la pièce a pu reprendre. Mais la grande question, est-ce que c'est annonciateur de ce qui se pourrait se passer durant la tournée qui s'amorce en Europe là, à la mi du mois de juin? En tout cas, c'est un peu en lien avec l'annulation des concerts à Québec. On avait dit qu'on ne pouvait pas en faire une promotion apaisée. Et d'ailleurs, cette semaine, on apprenait qu'en Suisse, là, on reportait un de ses spectacles cet été. Et hier, un peu plus tôt durant la journée, on a appris que sa maison de disques, qui est Sony Music Entertainment, suspend ses activités promotionnelles, donc en lien avec les albums, finalement. On ne parle pas d'une rupture de contrat, mais vraiment d'un gel temporaire. En janvier dernier, le chanteur venait tout juste de signer pour un tout nouvel album. Donc, c'est dire que ça aussi, ça change les plans, c'est sur la glace. Évidemment. Puis je vous rappelle les 4 enquêtes judiciaires en cours en France, une en Belgique, bien sûr, et lui conteste évidemment l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, le Québec aura probablement un scientifique en chef fringant. Hein? C'est le cowboy fringant, Jérôme Duprat, qui est scientifique, qui on le connaît. obtient le poste. C'est ça, on le connaît comme bassiste. On le connaît aussi comme professeur d'économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais. Oui. Mais là, c'est un nouveau chapeau, officiel, bien sûr. Conseiller le gouvernement sur l'état de la science et la faire rayonner aussi faire rayonner la recherche scientifique québécoise, mais à l'international. Alors, c'est vraiment tout un mandat. Il est connu, ça a aidé, dit-on. Mais ce qu'on dit également, c'est qu'il a passé à travers un processus très rigoureux, évidemment, de sélection. C'est ce qu'a fait savoir Bernard Drinville. Il a souvent milité, très, très engagé. Mais là, c'est une autre fonction qui exige une neutralité. On va l'écouter. J'ai pris des positions comme scientifique, comme artiste, comme citoyen. J'arrive dans ce nouveau poste-là qui est neutre, mais en ne changeant pas mes valeurs. Alors, préserver les valeurs et les principes, mais faire dans un cadre autre. Oui. Je précise, il était en complet à côté du ministre. Absolument. Là, tout à fait, comment dire... vêtu de circonstances. Voilà, c'est bien dit. L'assistant de... Non, pas qu'il n'est pas bien habillé sur scène, évidemment, mais bon... c'était une autre scène hier. L'assistant de Matthew Perry, là, ce comédien canadien qui est mort dans des circonstances quand même troubles, a écopé de 3 ans et 5 mois de prison. Ça, c'est l'ancien de Friends, Matthew Perry. Exactement. Alors, c'est Kenneth Iwamasa. On dit que c'était le facilitateur et le passeur de drogue de Perry qui avait plaidé coupable en août 2024 pour complot en vue de distribuer de la kétamine. Et ça avait bien sûr entraîné sa mort. Là, on est en octobre 2023. Alors, il achetait illégalement la kétamine, en faisait des injections à l'acteur, parfois 6 à 8 fois par jour. C'est le dernier à l'avoir vu en vie d'ailleurs et à l'avoir retrouvé. Alors, le médecin légiste avait conclu que la kétamine était la cause principale du décès, évidemment, de l'acteur. Et là, il s'agissait de la 5e et dernière condamnation dans le dossier. Donc, et tout ça après 2 ans et demi de poursuites judiciaires et d'enquête. Alors voilà, là, on peut dire que le dossier concernant la mort de Matthew Perry est clos. Et puis, on va terminer avec Daniel Bélanger. Là, il y a 30 ans, il faisait paraître son 2e disque, 4 saisons dans le désordre. C'est la plus belle saison de ma vie. La plus belle saison de ma vie. Ça, c'est la monumentale, Les 2 printemps, bien sûr, mais il y a, Jean-Sébastien, sur ce disque, Sortez-moi de moi, Les temps fous, Le parapluie, Je fais de moi un homme. Alors, ça n'est que quelques titres, bien sûr. Alors, succès, évidemment, fulgurant, album d'exception. D'ailleurs, sur notre section art, vous pouvez voir l'entrevue de Claude Deschênes qui était en direct à son lancement le 28 mai 1996. Merci beaucoup, Julie-Jasmine. Voilà pour À la Une. Bonne journée à vous. Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici-tout.tv Extra.